troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Nabé Karamo, membre du RPG Arc-en-Ciel, Haroun Barigandi, membre de la société civile guinéenne, et de notre éditorialiste Gracien Rokindi-Kiza. Et tout de suite, dans l'actualité économique, les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo restent sur la liste interdite de l'Union européenne, une décision prise il y a environ 10 ans. Mais une nouvelle évaluation de la situation devrait être menée par l'Organisation de l'aviation civile internationale au courant de ce mois de mai. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les avions des compagnies aériennes congolaises ne sont toujours pas autorisés à voler dans l'Union européenne. Une mesure prise il y a 10 ans environ par l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Parlement européen en vue de protéger ses concitoyens des dangers que présentent les vols des compagnies aériennes congolaises qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Cependant, un effort est en train de se faire afin de tirer les pays de la liste noire, affirment les autorités du pays. Nous nous battons. Au mois de mai, nous aurons la première évaluation par l'OACI et l'Union européenne, le mois de septembre également. On était à la dernière évaluation à 26%. Nous comptons avoir plus de 40%, jusqu'à atteindre 60% l'année prochaine. Et ainsi, nous sortirons de la liste noire. Ayant évolué durant plusieurs années sans une compagnie aérienne nationale, le secteur de l'aviation civile congolaise est considéré par les spécialistes comme étant une jungle avec les appareils qui ne garantissent pas la sécurité mais exigent aux passagers un tarif exorbitant. La création en 2015 de Congo Airways, la seule compagnie nationale ne desservant encore que les lignes intérieures, a influencé l'assainissement de l'espace aérien congolais. On ne peut pas accepter mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants qu'on est à 26%. Avant cela, on était à 0%. C'est parce qu'on doit intensifier le contrôle dans l'aviation civile. En 10 ans, la RDC a enregistré plus de 65 accidents d'aviation, causant plus de 200 pertes en vies humaines. L'Organisation de l'aviation civile internationale recommande un résultat de 60% afin de voir le pays se tirer de la liste noire des pays dont les vols sont interdits à l'Union européenne. Une nouvelle évaluation sera faite au mois de mai en cours. Gracien, les dernières évaluations avaient montré que l'aviation civile congolaise était encore loin des exigences internationales. À quoi est due cette situation? Bon, c'est une situation très compliquée. Il faut savoir que le RD Congo, déjà, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas correctement. Il y a des problèmes même au niveau de l'administration, au niveau de la paie des gens. Et c'est un grand pays. Il y a peu de moyens de communication. Il n'y a pas de train qui relie l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Donc, on se contente des avions. Et pour les avions, il y a des compagnies qui sont souvent, il y a des pilotes qui viennent de l'Ukraine, des gens qui vraiment qui sont pas, je ne sais pas s'il y a un bon contrôle, parce qu'on compte au Congo, on va parler, aujourd'hui il y a peu d'accidents, mais il y a des accidents d'avions, des avions qui vont atterrir dans les montagnes ou dans les quartiers, comme si vraiment il y avait un problème réel, et donc il y a peu de moyens de communication, et en même temps, ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils prélèvent beaucoup et ils n'entretiennent pas ces avions. Donc on laisse faire parce qu'il y a d'hommes d'affaires qui contrôlent les mines, qui contrôlent l'aviation et qui gagnent et qui arrivent à corrompre toutes les instances dirigeantes du pays. Donc c'est de cette façon la corruption et manque de compétences de certains contrôleurs. Haroun Barigandi, vous vouliez intervenir? Oui, pour faire un parallèle avec l'Union africaine, l'Union européenne s'est créée sur la mutualisation du charbon entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, on est allé plus loin. Il y a l'Airbus, où des pays travaillent en commun, coopèrent pour faire des choses. En Afrique, il y a eu Air Afrique, qui malheureusement l'a torpillé. Chaque pays veut sa compagnie. Ce sont des dépenses de consommation stériles parce que ça ne sert à rien. Elles n'ont pas justement les moyens de les entretenir et donc ce sont des cercueils ambulants. Et donc puisque les chefs d'État n'ont même pas l'idée de mutualiser qui des ressources, qui des services de transport ou autres, on voit la difficulté qu'il y a pour que l'Union africaine démarre, puisque là, ce sont des projets ponctuels qui pourraient être utiles à la population.
on n'en a même pas l'idée. Et quand elles ont existé, comme Air Afrique, ça a été torpillé et je ne connais pas de projet de remise, comment dirais-je, de refonte de ce projet. Alors Gracien, il y a quand même Air Madagascar qui est sorti en 2016 de la liste noire. Est-ce que les compagnies congolaises, à votre avis, ont les moyens de sortir de cette liste également? Si, il y a beaucoup de pays qui sortent de la liste noire. Et le RD Congo a les moyens de sortir de cette liste parce que ce n'est pas l'argent qui manque. RD Congo, il suffit de voir les salaires déjà des parlementaires, d'autres gens. Il y a aussi la volonté, la compétence, la volonté des dirigeants. Et puis, la corruption aussi, lutter contre la corruption dans ce domaine, il suffit de mettre quelqu'un vraiment avec une certaine rigidité. On peut y arriver, ce pays peut y arriver, mais il faudra du temps pour que la clientèle revienne, pour que les gens acceptent de voyager facilement avec cette aviation. Et en même temps, l'Europe, même s'il y aura la levée de sanctions, la levée d'interdictions, il y aura plus ou moins des interdictions qui sont officieuses. Merci. Dans l'actualité également, les Nations Unies et la Banque africaine de développement viennent de publier un atlas africain de l'énergie, un document voulu comme un guide pratique pour les gouvernements africains et les investisseurs potentiels de manière à dynamiser la mise à niveau du secteur. Idolette Mirabel Bissou, commenté par Marcel Fabamaroun. La Banque africaine de développement et les Nations unies ont rendu public le 5 mai 2017 en Afrique du Sud un atlas africain de l'énergie. L'objectif de ce document est de dresser une cartographie de la production, de la consommation et de la nature de l'énergie sur le continent. Aujourd'hui, un tiers de la population africaine n'a pas accès à l'électricité dans un contexte où 53% de personnes dépendent encore de la biomasse pour la cuisson et le chauffage. Il faut développer de nouvelles alternatives et ces alternatives s'appellent donc le solaire, parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, qui dispose d'un rayonnement solaire d'environ 5,5 kWh par mètre carré et par jour, c'est extraordinaire, ça reste un potentiel extraordinaire qu'il faut exploiter. Le mix énergétique africain est composé essentiellement de pétrole avec 42% de sa consommation totale en énergie, suivi du gaz naturel 28%, du charbon 22%, de l'hydroélectricité 6% et des énergies vertes 1%. Pourtant, la production de l'énergie sur le continent est loin de couvrir la demande d'1,18 milliard de personnes. En matière de développement énergétique, l'Afrique est trop peu industrialisée justement à cause de cette défaillance dans la production énergétique, de cette absence de l'indépendance dans la production énergétique. Ça nous bloque justement parce que nos budgets ne permettent pas suffisamment d'investir dans le secteur d'énergie étant donné nos autres problèmes. Pour accroître la production de l'énergie et assurer l'électricité pour tous en Afrique, les États développent de plus en plus des politiques de décentralisation et de coopération. Aujourd'hui, au sein de l'Afrique centrale, il y a plusieurs politiques qui sont mises en place pour, par exemple, développer la construction des centrales hydroélectriques, mais aussi pour favoriser l'interconnexion en termes de réseaux électriques entre les grandes villes de l'Afrique centrale. À ce jour, les réserves de charbon, de gaz naturel et de pétrole représentent respectivement 3,6%, 7,5% et 1,6% des réserves mondiales, des ressources qui devront faire face à une population croissante et à une industrialisation locale. Gracien, quel est l'intérêt d'un tel atlas? L'intérêt d'abord, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on a déjà en Afrique et quels sont les besoins. On peut savoir, par exemple, de tel endroit, il y a un besoin, on peut produire beaucoup d'électricité par les éoliennes, la géothermie, mais en même temps, c'est une façon aussi de réveiller les esprits en Afrique en disant, attention, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'arrivez pas à développer l'électricité. On a besoin de l'énergie pour avoir un développement. On voit même au niveau écologique, on consomme, on produit, on fait la cuisine avec le bois de chauffage. C'est-à-dire qu'on coupe le bois, on détruit les forêts pour faire la cuisson, alors qu'il y a des moyens simples pour faire la cuisine sans passer par le bois de chauffage. Donc c'est aussi, comme on a parlé de l'Union africaine, c'est aussi une façon de dire, en Afrique, on peut avoir des barrages où on produit de l'électricité à la frontière, mais on va transporter l'électricité sur 1000 km pour alimenter l'autre ville, alors qu'on peut alimenter des villes des autres pays à côté. Donc il n'y a pas d'interconnexion des réseaux électriques, ce qui peut faciliter, notamment, il y a beaucoup de gaspillage d'électricité, on peut faciliter, disons, l'électrification de plusieurs villes, alors qu'il y a beaucoup de gaspillage de l'énergie déjà produite. Nabé Karamo.
Oui, donc effectivement, donc, ce problème-là est d'actualité en Afrique tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en faisant le parallèle avec l'Union africaine, donc avec la présidence actuelle aussi, qui a justement créé un programme d'initiative d'accès à l'électricité avec les énergies renouvelables, dont le président Alpha Condé est le coordinateur général. Donc je pense qu'ayant déjà pensé à ça aujourd'hui, je pense que c'est déjà un pas aussi. C'est vrai que, bon, auparavant, ils n'avaient pas beaucoup pensé à ça. Aujourd'hui, ils ont déjà pensé à ça. Il y a cette initiative-là qui est en cours tout. Et il y a des initiatives de création de méga barrages aujourd'hui entre différentes sous-régions dont il parlait tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, pour finir sur ce sujet, avec la réintégration du Maroc quand même, parce que le problème d'électricité dont on parle, c'est surtout l'Afrique noire qui est concernée. Le Maghreb, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. En tout cas, pas à notre échelle. Avec la réintégration du Maroc, avec leur savoir-faire, avec tous les autres États aussi du Maghreb, tout, je pense qu'ils vont essayer d'aider les autres pays africains au minimum avec leur savoir-faire, tout. Ça prendra tout le temps qu'il faudra, mais je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Les flux de capitaux vers l'Ouganda ont atteint environ 1,08 milliard de dollars en 2016 contre 1,05 milliard de dollars en 2015. Une hausse à contre-courant de la tendance mondiale. Les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont diminué d'environ 6,1% en 2016. Cela s'explique principalement par la lenteur de la croissance économique dans les pays d'accueil des travailleurs migrants, la baisse des prix des produits de base, en particulier le pétrole. Gracia, comment expliquer cette tendance à contre-courant du reste du continent pour l'Ouganda? Bon, l'Ouganda, c'est un pays, disons, qui a une économie qui se développe, qui a aussi une certaine croissance, qui commence aussi à produire du pétrole. Et il y a une grande diaspora ougandaise qui envoie de l'argent. Disons que l'Ouganda, à un certain moment, avait des problèmes de sécurité. Quand il y a le problème de sécurité, c'est-à-dire que les migrants aussi n'envoient pas beaucoup d'argent. Les gens partent. Donc, de ce fait, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est assez sécurisé, donc les gens rentrent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'Ouganda reçoit maintenant beaucoup de réfugiés. Donc, il y a des réfugiés qui viennent du Sud-Soudan, il y a la guerre au Sud-Soudan, il y a des réfugiés burundais qui y vont, il y a des réfugiés congolais. Plus on a des réfugiés, plus on a une masse, disons, un envoi de fonds de la communauté internationale pour aider le pays. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la participation dans des forces étrangères. Donc, ce qui fait que ça rapporte de l'argent à l'Ouganda, donc qui arrive en fait à passer entre les mains et défiler contre... Et justement, plus globalement par rapport à l'Afrique, est-ce que cette baisse de fonds venus des migrants, c'est inquiétant pour le continent? Bon, pour moi, ce n'est pas très inquiétant parce qu'en fait, cela est dû aux problèmes économiques des pays d'accueil, notamment l'Europe. On voit l'Europe qui commence à avoir des problèmes, l'Europe qui a une croissance presque zéro, et les États-Unis aussi qui avaient une certaine période d'inquiétude. Et de ce fait, les migrants n'envoyaient pas beaucoup d'argent. Là, il faut dire qu'aussi certains pays commencent à baisser les aides. L'Amérique baisse les aides vers l'Afrique. Donc, je pense que c'est un bon signe pour les Africains qu'eux-mêmes ils se disent comment est-ce qu'ils peuvent produire de l'argent. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus, au lieu d'exporter la matière première, ils peuvent s'enfermer en disant on produit nous-mêmes, on peut voir, moi je produis la matière première, je peux envoyer dans un autre pays. Mais est-ce que cette baisse de fonds quand même n'aura pas des répercussions sur les économies africaines qui, on le sait, sont en partie dépendantes de l'envoi de ces fonds? Bon, pour moi, c'est un problème justement de dépendre de ces fonds. Vous savez, dans l'économie, il faut à un certain moment chuter pour rebondir. C'est ce qu'on appelle en économie le stop and go. Et donc, je pense que les pays africains vont comprendre qu'on ne peut pas attendre l'argent des migrants, l'argent de l'aide, mais on peut produire localement, on peut avoir beaucoup moins d'argent et avoir un niveau de vie pour les citoyens. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent qui entre, c'est le niveau de vie des citoyens. Comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême pauvreté des citoyens? C'est ça le point principal pour les économies africaines. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, entre le second volet de cette semaine consacrée à la Guinée. Nabé Karamo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Haroun Barigandi, merci également d'avoir été là. Merci. Et Gracia, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.